Nous sommes avec Stéphane Juffat. Stéphane, bonjour. Oui, bonjour Jim, bonjour Alex et bonjour aux auditeurs de Radio Judaïka. Alors Stéphane, on se devait de vous appeler aujourd'hui. Il y a eu énormément de mouvements dans la région. Il y a eu les grandes déclarations de Benjamin Netanyahou hier soir en direct à la télévision. On en parlera dans un instant, mais il y a eu également les frappes de dimanche. Et vous vouliez, Stéphane, commencer par revenir là-dessus parce qu'il y a des experts de la MENA qui se sont fait leur petite idée sur ce qui s'est réellement passé lors de cette frappe de dimanche. Ouais, absolument. On a fait un petit débriefing ici, ça vaut ce que ça vaut. Mais le plus souvent, on a raison. Et ce qu'on a observé, c'est que cette fois, eh bien, ce sont pas des missiles de croisière qui ont frappé en Syrie, mais des blockbusters, autrement dit des briseurs de bunkers, probablement des BLU-122 avec une charge explosive d'environ 3 tonnes. Alors 3 tonnes, c'est contre les 400 à 500 kilos des missiles de croisière. Ça fait une certaine différence. D'autre part, eh bien, un missile de croisière vole entre 800 et 900 km à l'heure. La vitesse d'un Boeing, en Boeing, c'est pas très compliqué à abattre, à part s'il vole à 30 mètres du sol comme les missiles de croisière, effectivement. Mais une BLU 122 à guidage laser va beaucoup plus vite. Alors, on sait que la vitesse augmente considérablement les destructions à l'impact. Pour donner un exemple très court et très simple, si une bombe fait 1000 kilos et elle arrive à 1000 kilomètres à l'heure, elle fait un impact certain sur un bunker. Si la même bombe arrive à 3000 kilomètres à l'heure, elle va détruire elle va faire créer énormément plus de destruction sur le dit bunker, mais infiniment plus. C'est dans des chiffres exponentiels. Et puis, cela rend la vitesse inopérant les défenses antimissiles. On parle beaucoup des S-300 russes en Syrie. Et surtout si les bombes perceuses de bunkers ont été tirées à partir des F-35 furtifs israéliens. On dit qu'Israël a 5 ou 6 appareils de ce type déjà. Et si les Israéliens, par hasard, avaient utilisé ces F-35, cela expliquerait la difficulté des Syriens et des Russes de savoir précisément qui les a tirés. En tout état de cause, il y a 200 missiles qui ont été détruits lors de la première attaque sur la première cible à Hama. Et puis, on connaît bien ce genre d'images, on connaît bien les vidéos qui sont tournées par les voisins de ces bases. Et là, ce qu'on peut dire, c'est que sachant que des militaires syriens et iraniens, et également des miliciens du Hezbollah, se trouvaient dans ces installations militaires, au vu des flammes, au vu des explosions, ce qu'on sait, c'est que malheureusement, parce qu'on se réjouit pas des pertes humaines, mais elles se chiffrent à plusieurs dizaines, mais plus probablement plusieurs centaines lors de ces attaques. Et ce qu'on se dit aussi ici à Metula, c'est que probablement sur ce premier site à Hama, là où il y avait les 200 missiles, eh bien, les Iraniens étaient sur le point de lancer une attaque contre Israël la nuit même. Et les Israéliens sont intervenus, ont fait exploser cette base au moment où les Iraniens étaient en phase de préparation contre Israël. C'est ce qui nous semble absolument le plus logique et par l'analyse, eh bien, tous les faits en notre possession corroborent cette observation. Et puis, lors de l'autre attaque à Alep, eh ben, les Iraniens venaient de recevoir un avion rempli de stocks pour remplir leur stock d'armes non conventionnelles. Et puis, ceux qui ont mené cette attaque sur l'aéroport d'Alep, eh bien, ils ne voulaient pas que ces armes non conventionnelles atteignent leurs ennemis dans différents endroits du Moyen-Orient, principalement en Syrie et au Liban. Stéphane, c'est toujours primordial et important de commencer par les détails techniques, par toutes les informations spécifiques que la MENA a su recueillir concernant ces attaques de dimanche. Mais j'aimerais qu'on passe à l'analyse, aux enseignements. Selon vous, quels sont les enseignements les plus importants à tirer de l'attaque de dimanche? Eh ben, d'abord, ça démontre la maîtrise absolue des services de renseignement israéliens. Ça, c'est tout à fait impressionnant. Ils savent tout, partout, et ils savent à quel moment ça arrive. Et quand je dis partout, c'est-à-dire qu'ils savaient ce qui se passait sur la base de Hama, visiblement, ils savaient ce qui se passait sur la base d'Alep,
mais ils savaient ce qui se passait aussi dans tout le Moyen-Orient, comme on va en parler tout de suite. Ils savent ce qui se passe à Téhéran. Et ça, c'est impressionnant. C'est impressionnant pour tout le monde, y compris pour nous. C'est effrayant pour nos ennemis, vraisemblablement. Et c'est attrayant pour nos alliés objectifs, comme l'Arabie saoudite. Ce travail pousse en fait les Arabes sunnites dans les bras d'Israël parce qu'ils comprennent, ils savent évaluer le prix de ces informations et de ce mode opératoire. Et puis chez nos ennemis, ça crée des suspicions et des tensions. Imaginons maintenant au sein du quartier général iranien, ils ont compris qu'il y avait des agents israéliens dans leur base, peut-être pratiquement dans toute leur base. Chacun soupçonne l'autre. On ouvre des chasses aux sorcières et c'est déjà arrivé il y a 3-4 ans, on avait aussi parlé que des chercheurs dans le domaine notamment nucléaire se fassent passer par les armes alors qu'ils n'avaient strictement aucune relation avec Israël et qu'ils n'étaient pas du tout des agents israéliens. Donc c'est absolument certain, Jim, par déduction, qu'il y a maintenant un climat de panique chez nos pires ennemis et quelque part, on ne peut que s'en réjouir. Stéphane, on passe maintenant, si vous le voulez bien, au discours de Benyamin Netanyahou, au show de Bibi, concrètement, hier devant toute la télévision israélienne et du monde même. Alors, Benyamin Netanyahou a déclaré hier, en parlant d'une des opérations les plus spectaculaires des services secrets israéliens depuis qu'il existe. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette déclaration du Premier ministre israélien? Moi, d'habitude, je trouve qu'il exagère. Cette fois, je trouve qu'il est en deçà, Jim. Parce que j'ai jamais entendu parler d'une opération de ce genre. On parle de la récupération au cœur de l'Iran des documents les mieux gardés par la République islamique et non seulement ils les ont récupérés, mais ils ont envoyé 500 kilos de documents et des milliers de dossiers électroniques du cœur de Téhéran vers Israël. Et des documents qui sont exploitables aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on les a tous et on peut reconstituer très précisément ce que les Iraniens étaient en train de faire. Puis une autre chose qui est primordiale et que vraisemblablement la plupart de nos confrères européens n'ont pas compris, c'est que ceux qui accusent Netanyahou de mentir ne comprennent pas une chose. C'est que les copies de tous ces documents, que ce soit les documents écrits, les schémas, les vidéos ou les documents informatiques, eh bien, ils sont déjà à Washington, tels quels. Et ils sont déjà dans les capitales européennes, en France, en Allemagne ou en Angleterre, sinon ils vont y arriver sous peu. Et si c'était du bidon, c'est-à-dire si Netanyahou et Israël avaient menti, eh bien, ces pays, ces spécialistes qui sont maintenant en train de décortiquer toutes ces informations, et il y en a des tonnes de ces informations, eh bien, ils nous prendraient, nous, pour des menteurs et ils nous placeraient au même niveau que l'Iran, on aurait perdu toute nos crédibilités. Donc, penser qu'Israël peut se tirer en autogol de cette manière n'est pas vraiment fin et c'est pas vraiment de l'information non plus. Alors que ces documents démontrent que c'est l'Iran qui a menti lors des négociations. Et le fait que l'Iran ait menti, eh ben, ça rend évidemment l'accord sur le nucléaire caduc parce que on a négocié sur des bases qui n'étaient pas des bases. Stéphane, justement, sur ces bases et sur cet accord nucléaire avec l'Iran, est-ce que les démonstrations et les preuves que Benyamin Netanyahou a apportées hier auront un impact sur le fait que l'Iran a respecté ou non l'accord sur le nucléaire iranien? On sait que l'Agence internationale pour l'énergie atomique a par exemple déclaré qu'il n'y avait aucune preuve que l'Iran n'a pas respecté l'accord depuis 2009. Ouais, c'est assez incompréhensible, surtout venant de l'Agence internationale à Vienne et aussi de l'Union européenne qui a dit la même chose. Mais enfin, faisons appel au bon sens, ils en ont beaucoup de nos auditeurs. Vous négociez l'achat d'une maison que le vendeur vous annonce faire 400 mètres carrés. Toute la négociation se fait sur cette base. À l'issue de la vente, vous apercevez qu'elle mesure en fait 200 mètres carrés. Eh bien, en droit civil, en droit international aussi, l'accord est nul et non avenu. Alors le fait que l'Agence internationale pour l'énergie atomique n'arrive pas ou ne veut pas conceptualiser ceci à l'Union européenne, c'est ça qui est surprenant et c'est rien d'autre. Et il y a un autre élément qui a été souligné par Benyamin Netanyahou, c'est que celui qui a menti lors des négociations
avant et après les négociations montre qu'il n'est pas crédible. Et il a ainsi rompu les règles de ces négociations. Alors, Stéphane, retour à présent sur les déclarations de Benyamin Netanyahou hier. Qu'est-ce que le Premier ministre israélien a, selon vous, voulu démontrer lors de cette fameuse présentation? Alors, premièrement, bien sûr que tout le monde connaissait l'existence du projet Hamad. Le projet Hamad, c'est le projet iranien de construction d'une bombe atomique. Mais hier, Israël a fourni les preuves de l'existence de ce projet. Et entre avoir des doutes et avoir les preuves de quelque chose, il y a une différence énorme. Donc, Israël, par cette opération extraordinaire du Mossad, a fourni les preuves de son existence. Mais pas uniquement, également de son niveau d'avancement. On sait exactement aujourd'hui, enfin ceux qui ont compulsé le dossier en provenance de Téhéran, on connaît exactement le niveau d'avancement des Iraniens en matière de construction d'une arme atomique. Et puis on a toute la documentation originale de l'ennemi, et cela n'arrive en principe jamais lors d'une confrontation. C'est comme si au milieu de la Deuxième Guerre mondiale, eh bien les Britanniques avaient réussi à voler les plans des V1 et des V2 au centre de Berlin et de ramener toute la documentation à Londres. Ça s'est jamais vu. Et ceux qui n'arrivent pas à comprendre ce qu'il y a extraordinaire, et ce qu'il y a d'extraordinaire dans la possibilité de compulser ces documents, soit ils y mettent de la mauvaise volonté, soit ils comprennent rien du tout. Et puis pour en revenir à l'Agence internationale pour l'énergie atomique, ce qu'on peut dire, c'est qu'elle n'a pas fait son travail, Jim. C'est elle qui devait nous parler du projet Hamad. C'est elle qui devait dire au monde, et surtout aux négociateurs, pendant la négociation, que l'Iran était en train de développer une bombe atomique, et c'est Israël qui l'a fait à sa place, et ça doit être dit. Et je pense que un petit peu d'humilité de la part de l'agence viennoise ne ferait pas de mal. Puis il y a la préservation, alors du site enterré de Fordo, des centrifuges qui n'ont pas été détruites, la poursuite du développement des missiles balistiques, et qui est même pas interdite par l'accord sur le nucléaire iranien. Donc les Iraniens développent ces missiles, ils ont le droit aujourd'hui de le faire. L'existence des stocks de Yellow Cake qui sert à fabriquer l'explosif de la bombe atomique, des prototypes de bombes, comme on l'a vu qui ont été présentés lors de la conférence de presse de Benyamin Netanyahou, des outils pour les construire et pour les tester. Et tout ce matériel aujourd'hui met en danger Israël, évidemment, les pays arabes, évidemment, mais aussi l'Europe. L'Iran dispose aujourd'hui de missiles balistiques capables d'atteindre presque chaque capitale européenne. Alors, ils n'ont pas encore la bombe atomique, mais à part la bombe atomique, il existe d'autres types d'armes de destruction massive. Et ce qui est important, et c'est pour ça que ça s'intéresse aussi au premier chef, les États-Unis, c'est que celui qui est capable, le pays qui est capable de concevoir des missiles balistiques qui portent à 2500-3000 kilomètres, eh bien, il est tout à fait capable également d'en concevoir qui vont beaucoup plus loin jusqu'aux États-Unis. C'est une affaire de quelques années, je dirais 2 ou 3 ans. Et puis mieux vaut empêcher ce genre de choses quand c'est encore possible, parce que si on a à traiter avec les Iraniens au moment où ils ont déjà une arme atomique, ce sera beaucoup plus difficile. Alors Stéphane, ça s'est passé en 2 temps pour le moment. On a eu l'attaque de dimanche, on a eu la présentation le lendemain de Benyamin Netanyahou. Aujourd'hui ou dans les jours à venir, c'est quoi la prochaine étape? Ouais, donc vous avez placé dans votre question les 2 événements ensemble, et c'est très bien, c'est évident qu'il y a une corrélation entre les deux, dans le sens où les protections, le béton armé qui protégeait les sites en Syrie, c'est le même qui protège les sites en Iran. Et on a voulu montrer, mais je parle pas d'Israël uniquement, je pense qu'Israël, avec les États-Unis, avec l'accord du président Donald Trump, ont voulu montrer que c'était pas très difficile d'atteindre ces infrastructures en Iran si c'était décidé. Alors en principe, il faudrait se conduire comme avec la Corée du Nord. Donald Trump devrait dénoncer l'accord existant. Bien sûr, on va pas le faire à sa place, c'est lui qui décide.
et puis il devrait exiger la destruction de ces installations, des missiles, des outils, des prototypes, et exiger, alors c'est nouveau parce que ça n'a pas été fait par Obama, la cessation du programme de développement des missiles balistiques. Et puis avancer, c'est ce qu'on dit depuis Al Amenas, depuis des années, on a été les seuls à le dire, avancer la menace d'une intervention militaire qui a différencié complètement d'une intervention militaire elle-même. C'est ce qui a été fait en Corée. Et une intervention militaire serait pas très compliquée, comme je viens de le dire. Et après la démonstration faite dimanche que les États-Unis et Israël, ou les États-Unis et Israël ont les moyens de démolir tous ces éléments, toutes ces infrastructures qui menacent la paix mondiale, eh bien, c'est le moment de mettre cette menace sur le tapis. Et si cela est fait dans les règles et que les Européens ne mettent pas les bâtons dans les roues de Washington, eh bien, je pense que les Iraniens devraient céder comme l'ont fait les Nord-Coréens, parce que les Iraniens n'ont pas vocation de sacrifier leur capacité militaire, d'avoir de grandes pertes au niveau de leur armée, et pour essayer de s'opposer à des frappes qui n'ont pas les moyens d'arrêter, et de subir de telles attaques également avec l'impact international sur leur crédibilité. Ils n'arrêtent pas de raconter qu'ils sont capables de se mesurer aux États-Unis et à Israël, et ce serait catastrophique. Donc il y a un moment où dans les relations entre États, le bluff s'arrête. Une fois qu'on pose un ultimatum à un régime comme le régime iranien ou comme le régime nord-coréen, et puis qu'on arrive à le persuader que s'il n'obtempère pas, eh bien on va agir, eh bien d'habitude, le dit régime s'approche de la table de négociation et permet d'éviter le conflit. Je parle d'actes qui évitent le conflit, pas d'actes qui nous plongent dans une nouvelle guerre. Stéphane, en guise de conclusion, vous nous avez parlé il y a un instant de Benyamin Netanyahou qui poursuivait des objectifs stratégiques lors de sa présentation d'hier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les objectifs stratégiques du Premier ministre israélien? Ouais, c'est ce que nos confrères n'ont pas vu non plus. Ce qu'ils ont vu, c'est que effectivement, Benyamin Netanyahou a pavé la voie à la dénonciation du traité par Donald Trump dans 2 semaines. C'est dans 2 semaines qu'il doit s'exprimer, dire au Congrès s'il dénonce ou s'il ne dénonce pas le traité nucléaire avec l'Iran. Benyamin Netanyahou a tenté de l'aider, c'est-à-dire lui donner des munitions pour dénoncer le traité si telle était sa décision. Mais aussi, et ça a été dit par personne, c'est justement l'aider à envoyer un ultimatum à Khamenei qui devrait suffire à épargner un conflit. Je reviens là-dessus, épargner. L'objectif, c'est d'épargner un conflit. Parce que sinon, eh bien, une confrontation se profile. Après ce qu'a dit Benyamin Netanyahou, après qu'on ait amené la preuve qu'il y avait développement d'une arme atomique en Iran, ce que les Iraniens ont toujours nié, eh bien, l'intervention de Benyamin Netanyahou hier a établi les bases stratégiques d'une action contre l'Iran et a placé l'Occident dans un concept de pré-guerre. Si demain matin, on se réveille en apprenant qu'Israël a détruit les infrastructures citées, ou que ce sont les États-Unis qui l'ont fait, ou les deux à la fois, eh bien personne ne sera étonné et tout le monde comprendra pourquoi. Et c'est une nouvelle situation qui n'existait pas, il y a 2 jours, qui n'existait pas avant la conférence de presse de Benyamin Netanyahou. Ça a vraiment tout changé à ce niveau-là. On est dans une situation où une confrontation est possible, où à nouveau, comme avant la signature de l'accord sur le nucléaire iranien, les pays doivent prendre conscience de ce risque qui les menace, eux, et pas seulement Israël, et on est dans cette situation de pré-guerre. Qui dit pré-guerre ne veut pas dire forcément guerre, mais cela signifie cependant que cela place Téhéran sur la défensive, et au niveau des relations internationales, je me permets d'ajouter que c'était le moment que cela arrive, Jim. Stéphane Juffa en direct de Metula pour la Metula News Agency. Merci beaucoup Stéphane de nous avoir éclairé.